Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie du décryptage final. Enfin, pour bien évidemment le numéro spécial The World in 2019 du magazine The Economist. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, et si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, sachez que je ne fais deux autres au niveau du décryptage final, puis 7 autres parties précédentes, c'est-à-dire 9 vidéos complètes sur chacune de ces images symboliques. Alors d'autres, par exemple la première partie, je m'étais basé sur New Horizon to Ultima Thule. Pour la deuxième partie, j'ai enchaîné 3 images symboliques, un enchaînement de 3 images symboliques au niveau de la deuxième partie. Très intéressant. Et puis la troisième partie aussi, très intéressante, avec aussi 3 images symboliques, vraiment extrêmement intéressantes à voir. Une quatrième partie basée sur l'homme de Vitruve, bien évidemment, concernant les travaux de Vinci. Ce qui est intéressant comme particularité de ce décryptage de ce numéro spécial The World in 2019, c'est qu'il est bien évidemment basé sur les travaux de Léonard de Vinci. Donc il y a quand même une double lecture finalement. C'est-à-dire la vision de Léonard de Vinci en 2019 et aussi ses travaux de son époque de la Renaissance. Donc une sorte de double décryptage, toujours avec, il faut jouer toujours sur les deux époques par rapport au rédacteur de The Economist, justement. Puis la cinquième partie, je me suis basé aussi, là pour le coup, sur 2 images. Très intéressantes, hein, bien évidemment. Et puis une sixième partie ici, sur la géopolitique africaine, très intéressante. Et une dernière partie ici, sur 3 images, là pour le coup, très longue, plus d'1 heure de décryptage, parce que cette 7e partie était la plus difficile, bien sûr, la plus compliquée à décrypter, avec à chaque fois, finalement, un mot-clé qui en ressort, qui me permet de décrypter le symbole ou l'allégorie. Donc c'est toujours intéressant. Je vous renvoie à mes parties précédentes pour que ces vidéos sont toujours en ligne sur ma chaîne de l'informateur révisé. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors j'ai ressorti ces 7 premières parties et j'ai mis en place une séquence de plusieurs vidéos pour le décryptage final. Alors bien sûr il me restait 7 images à décrypter. La première partie du décryptage final était plus sur l'alchimie, pour rendre hommage aussi aux travaux de Léonard de Vinci, et puis surtout la structure de certaines couvertures de The Economist, notamment celle de 2018. Et puis avec cette image-là, peut-être que je reviendrai aussi sur cette image-là, des cavaliers de l'Apocalypse, parce que c'est toujours intéressant d'y revenir. Ensuite, donc c'est cette image-là, c'était ces 7 images-là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 bien sûr. Alors, en deuxième partie, je parlais du Brexit avec le bulldog et la voiture ici. Et donc, finalement, il me restait 4. Il me restait 4 images symboliques à décrypter. Alors, bien sûr, sur YouTube, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont parlé de ce décryptage. C'est toujours intéressant, toujours enrichissant pour le collectif, pour moi aussi, bien sûr. Donc, moi, je continue humblement le mien. Avec cette troisième partie du décryptage que je propose pour le collectif, toujours humblement, simplement, c'est un raisonnement, tout simplement, qui essaie d'être constructif, hein, tout simplement. Et cette troisième partie du décryptage final, puisque le décryptage final s'appuie sur une séquence géopolitique globale, donc on voit bien que ces 7 images-là sont proches. Donc ça ressort un peu quand même de la séquence, mais toujours dans une map monde, dans une séquence globale. Voilà. Tout est lié et c'est une séquence globale. C'est pas évident. Donc c'est pour ça que image par image, il faut décrypter. Alors bien sûr, Donald Trump et les études de proportion de Léonard de Vinci, puisque ici il nous propose ses travaux classiques, et ici, il nous propose ses travaux sur la proportion concernant un chef d'un État-nation, en l'occurrence Donald Trump,
qui nous met ces travaux. On voit bien que ce n'est pas les mêmes proportions, il ne s'appuie pas sur les mêmes choses. Alors, dans un premier temps, on va avancer tranquillement, simplement, on va voir ce que proposent déjà les travaux de Léonard de Vinci sur les proportions et la physionomie, bien évidemment. Alors, nous allons tout de suite sur le site blue.fr, proportions et physionomie. C'est toujours très important de comprendre les travaux de Léonard de Vinci pour décrypter tranquillement. Alors, dans les années 1480, Léonard effectue de nombreuses études artistiques sur les proportions du corps humain, l'anatomie et la physionomie. Ainsi, il commence en avril 1489 à écrire un livre de la figure humaine. Il prend systématiquement les figures de 2 jeunes gens pour réaliser ce livre, qui restera bien sûr inachevé. Très intéressant. Alors, il y a quand même beaucoup de choses sur ça. Ça, c'est le départ, dans un premier temps. Et puis, pour terminer, je vais lire les 2 derniers paragraphes. C'est très important pour comprendre ces travaux. Dans le même ordre d'idée, Léonard présume aussi d'un lien direct entre le caractère et la physionomie humaine. Donc, c'est intéressant. Donc, dans le décryptage de ce magazine, Léonard de Vinci veut nous parler du caractère de Donald Trump à travers cette proportion qui est un peu grotesque, si j'ose dire, ou disproportionnée, on verra le mot-clé juste après. Il tente d'illustrer cet aspect direct de la mimique dans de nombreuses études de tête et de caricature. Les dessins plus grotesques que réalistes montrent surtout des hommes plus âgés et presque jamais des jeunes gens. Donc on voit bien que Léonard de Vinci veut faire une allégorie ou une transposition par rapport à ces grotesques. C'est intéressant. Jamais des jeunes gens, et exprime entre autres l'idée selon laquelle les qualités et les émotions du moment se reflètent directement sur le visage de l'être humain. Tiens. Ainsi, un homme dont le visage ressemble à celui d'un autre possède sans doute aussi les caractéristiques marquantes de cet animal. Léonard retient ce poncif dans l'une de ses études, les traits léonins du visage de l'homme représentés correspondent à une peau de lion jetée sur son épaule et dont on reconnaît tout spécialement la tête. Léonard reprend la même idée dans son célèbre dessin aux 5 têtes grotesques. Un vieil homme représenté de profil et portant une couronne de feuilles de chêne, attribue à connotation positive, on les voit, et entouré de 4 autres hommes dont le visage expressif reflète les caractéristiques physionomiques et donc mental et vice-versa est plutôt négatif. Il semble se moquer de l'homme qui se trouve au centre, le fixer en s'enraillant de lui l'air courroucé, alors que les personnages de profil supportent stoïquement les moqueries, les traits impassibles, mais profondément ravagés par le destin. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, il faut continuer le raisonnement. On avance par tâtonnement, tranquillement. Là, on nous parle très clairement de grotesque. Là, nous avons l'image de Donald Trump en plus gros plan. Bien sûr. Là, nous l'avons en plus gros plan. Bien sûr, ce sont des proportions, une caricature grotesque. Ça parle du caractère de Donald Trump. Alors, bien évidemment, avant de décrypter l'image plus précisément, je vais voir les travaux de Vinci par rapport au grotesque. Ça va peut-être m'aider à avancer. Alors, sur viapicturaoverblog.com, nous avons Léonard de Vinci, les grotesques, bien évidemment. Et là, pour le coup, je vais lire l'intégralité de l'article. Très intéressant, bien évidemment. Léonard de Vinci, les grotesques. Léonard fut toujours attiré par le sublime, comme par les difformités. Ainsi, il réalisa des têtes grotesques, des dizaines de têtes monstrueuses. Il y a les têtes chargées, dont des éléments expressifs sont accentués. Il y a aussi la caricature, qui, avec plus de précision, met en évidence les aspects négatifs d'une personne. Cependant, les têtes grotesques se différencient par le fait qu'à partir d'observations de la nature, Léonard crée des physionomies n'existant pas dans la réalité.
Il a toujours été attiré par le contraste entre une forme parfaite à la beauté absolue et l'infiniment laid ou le monstrueux. Ce sont les deux pôles entre lesquels évolue sa personnalité. Il contemplait la beauté merveilleuse, mais il était attiré par les côtés obscurs, par les secrets et les pulsions. Léonard se passionnait pour le conflit entre jeunesse et vieillesse, pour l'éclat du jeune âge et la décrépitude d'un corps vieillissant et sa corruption. Bientôt, Léonard va se consacrer à des réalisations cires. Il réalise des têtes d'après nature. Certaines d'entre elles sont transfigurées en modèle d'une beauté divine et d'autres, telles Judas, sont chargées pour mettre en évidence le côté le plus négatif. C'est de ces années vers 1490 que datent les têtes grotesques, c'est ce que je disais dans l'article précédent. Léonard est arrivé à ces figures par le biais de son intérêt pour la physiognomie et aussi de la pathognomie, qui tire d'un visage des déductions pour diagnostiquer une pathologie. Alors bien évidemment, on peut dire que physionomie est un mot-clé du décryptage, bien sûr, parce que ça fait partie du décryptage. On peut dire que c'est un mot-clé pour nous ouvrir une lecture de compréhension plus globale, comprendre effectivement cette définition de physiognomie. Ça va nous permettre d'avancer dans le raisonnement. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est un mot-clé, physiognomie, comme je parlais dans mes vidéos précédentes, mais surtout, il y a un deuxième mot-clé aussi, par rapport à ce décryptage. Alors, bien évidemment, quel est ce deuxième mot-clé? On a un premier mot-clé, physiognomie. Alors, bien évidemment, pour terminer ces études, je vais revenir sur le deuxième mot-clé, mais rapidement, pour clôturer cette séquence des têtes grotesques, nous avons Gérard Blanc, orthodontiste.com, sur les travaux de la Renaissance. La Renaissance, l'homme universel. Alors, rapidement, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la physionomie? J'ajouterai l'intérêt pour Léonard, pour leur physionomie, l'importance extrême des mains. Elle donne la réplique, ou plutôt la rime, à l'expression du visage. Chez Léonard, elles sont souvent détendues, mais prêtes aux gestes comme les yeux et la bouche. En leur nonchalante acuité, sont prêts à l'expression. Donc les études de caractère, Windsor, Codex Windsor, Windsor Royal Librairie, bien sûr. Intéressant. L'origine de ces dessins analysés, pour les uns, c'est le symptôme d'une disposition psychologique reliquée d'un ensemble de modèles que Léonard aurait voulu mettre à la disposition de ses élèves. Pour d'autres, c'est le début d'une étude systématique des caractères humains. Donc c'est une séquence de Renaissance qui commence, enfin, qui est poursuivie. Intéressant. Des dessins anatomiques de Léonard de Vinci, 1452-1519, ne comportaient pas moins de 228 planches, que nous trouvons au Codex Windsor notamment. Son canon humain n'est pas à proprement parler un canon anthropométrique, mais plutôt un canon hellénistique et esthétique. Il a établi un rapport entre la morphologie, dont la tête et le caractère psychique est prôné par une physionomie des attitudes. Il a étudié et dessiné les déformations faciales. Intéressant, ça me fait penser aussi à l'image Trump, déformations faciales et les monstruosités. Léonard se situe dans la tradition qui remonte très loin. Dès l'Antiquité, les artistes aussi célèbres que le sculpteur Polycète ont réalisé des études exactes sur les proportions idéales du corps humain. Au Moyen-Âge, les artistes suivent un canon de proportions moins juste, le canon dit du Moatos, qui subdivise la hauteur corporelle de l'homme adulte en 9 parties. Pour terminer, scène de motifs utilisée comme réservoir d'éléments opusés, même pratique pour le 15e. Ensuite, l'humaniste Alberti corrige les anciens schémas de proportion et tient compte de la profondeur du corps. Là, on a bien sûr les études de proportion classiques. Léonard tient compte des proportions et non des mesures absolues comme dirait, comme on voit ici. Donc, très important pour clôturer cette séquence grotesque
des grotesques. Ça, c'est le prochain onglet. Alors, bien évidemment, je reviens sur Trump pour parler de ce mot-clé. Parce que nous avons bien vu ici les proportions. Ici, nous voyons bien les proportions. Hein. Et ça va me confirmer. J'ai besoin de cet article-là. Pour confirmer mon mot-clé. Le mot-clé, bien évidemment, que je donne parce que il y a, bien évidemment, on voit bien que ce ne sont pas les proportions de Vinci. Donc, c'est l'antonyme ici de proportion. On est dans une disproportion. Bien évidemment. Alors, bien évidemment, ici, on a un angle facial avancé comme ça. C'est quand même assez intriguant. P peut-être pour proportion, A peut-être pour angle. Et puis ici, on a des traits au niveau des organes. H, bien évidemment, pour R. E pour eye, les yeux. N pour nose, le nez. M pour mouth, la bouche. Et le menton. C pour chin, en anglais. Donc, bien évidemment, c'est des traits par rapport au visage, par rapport aux organes du visage, et non par rapport aux proportions. Et l'onglet que je vous ai montré va nous aider à mieux comprendre cela, comment Vinci dispose de cela. Bon, en tout cas, on a deux mots-clés, physiognomie et la disproportion. C'est plutôt le mot discordance en réalité, puisque là, on est dans une séquence géopolitique, on est dans la discordance. Alors bien évidemment, moi j'ai fait mes recherches, personnalité discordante, là on va vers la schizophrénie. Mais par contre, pour une discordance de type politique, là c'est du Trump, là, pour le coup. Enfin, c'est du Trump, entre guillemets, bien évidemment, au niveau de la discordance, la discorde, créer de la discorde. Il y a quand même beaucoup de choses dessus, donc c'est le mot-clé, bien évidemment, et cet article sur TP Salomon Reinach va m'aider. C'est un article vraiment très intéressant. La mesure de la figure humaine et le canon des proportions. Bien évidemment. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs pages. Je vais en lire la quintessence, comme d'habitude, pour apporter de l'eau à mon moulin, bien sûr. Alors, je commence ici. Si, d'autre part, la proportion fortement accusée du haut de la tête, vue de face ou de profil, par rapport à celle du reste de cette partie du corps, apparaît dans un certain nombre d'esquisses et de dessins du maître italien, comme on peut le constater aussi dans certaines œuvres de l'école de Venise, et de celle de Padoue à la fin du XVe siècle. Alors, si même Léonard donne parfois au haut de la tête, à partir de la racine des cheveux, une mesure semblable à chacune des trois sections égales du visage, on peut dire que ce sont plutôt là des exceptions. À vrai dire, assez répétées, on doit ajouter que là, encore, avec la liberté d'allure, la noble fantaisie artistique qu'on lui connaît et qu'elle sait si bien consigner, avec l'étude et l'observation attentive de la nature, si variée dans ses manifestations, il sait s'écarter en l'amplifiant au besoin de l'étalon de mesure que dans son système de proportion, il a fixé lui-même. Pour le haut de la tête, prise au-dessus de la naissance des cheveux, libre en cela de toute tradition antique, car ni Virgile ni aucun auteur de l'Antiquité nous a transmis de formules à ce sujet. Il assigne dans son canon de proportion à cette partie de la tête une mesure égale à celle qui s'étend à la naissance des narines, à la jonction de la lèvre supérieure de la lèvre inférieure. Donc voilà, on voit bien que c'est Léonard de Vinci à la hauteur de la naissance des cheveux et les cheveux, là il a bien évidemment la naissance des cheveux, le haut de la tête et la naissance des cheveux, je veux dire haut de la tête, naissance des cheveux, qu'il a bien évidemment mis en mesure égale avec ces deux autres portions. Et bien évidemment, quand nous voyons
Donald Trump, bien évidemment. Là, nous avons le haut de la tête. Ici, R, naissance des cheveux. Là, on a les yeux, mais il n'y a aucune proportion. C'est de la disproportion complète, c'est de la discordance, tout simplement. C'est grotesque. Et puis en plus, avec un angle facial complètement en avant. Comme ça, non droite, l'angle facial, j'y reviens. L'angle facial ici est droit, hein. Tout droit, classique. Voilà. Alors qu'avec Trump, on a un angle facial comme ça, avancé, complètement disproportionné, complètement grotesque. Bien évidemment, donc il veut nous... Léonard de Vinci, à travers bien évidemment les rédacteurs de The Economist, ils veulent nous montrer que Donald Trump, géopolitiquement, fera de la discordance dans le domaine géopolitique. Et il y a aussi la physionomie, discordance géopolitique, mais aussi un profil de personnalité qui se dégage au niveau de la physionomie dont je vais développer. Donc, bien évidemment, ce TP Salomon Reinhardt m'aide bien à décrypter en tout cas la proportion, au niveau de la proportion. Comment ça se passe avec Donald Trump et ce que veut nous montrer Léonard de Vinci. Bien évidemment, là, je pense que vous avez compris, bien évidemment. C'est quand même très intéressant. Alors, bien sûr, là, pour le coup, une fois qu'on a décrypté la discordance, par rapport à la disproportion grotesque que nous avons ici, nous avons la physionomie. C'est-à-dire, et moi, ce que je vais rechercher au niveau de la physionomie, c'est surtout les cheveux, justement. Parce que c'est cette chose-là qui est grotesque, finalement. Au niveau du front, ça nous fait une sorte de front avancé. Effectivement, les cheveux, c'est une extension du système nerveux, bien évidemment. Et bien évidemment, la physionomie, j'aurais 3 onglets. Pourquoi 3 onglets? Parce que c'est extrêmement important d'avoir 3 visions de la physionomie. Une un peu plus philosophique et une autre concernant les cheveux. Et celle-ci un peu plus classique. Sur Silogs, scienceblogs.fr, Didier Tossé, voilà. La physionomie de la science à la pseudoscience. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sur la physionomie, bien sûr. Et puis, bien évidemment, j'ai d'autres onglets au niveau géopolitique, plus un bonus. Bien sûr. Joséphine Magnan propose un retour historique sur les racines de la morphopsychologie, une pseudoscience pas tout à fait passée de mode de nos jours. La physionomie a fait l'objet d'une véritable reconnaissance de l'institution scientifique par le passé et est désormais souvent considérée comme raciste, sexiste et désuète. Elle n'a pourtant pas moins influencé le développement de disciplines scientifiques actuelles, comme l'anthropologie criminelle, ainsi que quelques lieux communs que l'on rencontre encore dans la presse féminine. Et si l'analyse de vos traits morphologiques permettait de vous connaître, avant même que vous ne commenciez à parler. C'est ce que la physionomie, une science particulièrement populaire au XIXe siècle, a proposé de démontrer. Les rides, les expressions, le teint permettaient alors, selon cette théorie, une lecture des mœurs, des personnalités et parfois même de mauvaises intentions des personnes observées. Si cette science est aujourd'hui reléguée au rang des pseudosciences, elle a néanmoins permis de nombreuses avancées dans d'autres domaines scientifiques, comme la médecine. La limite entre science et pseudoscience devient d'ailleurs, à travers l'exemple de la physionomie, assez incertaine. Quels critères permettent de juger la véracité scientifique d'un sujet? À partir de quel moment une science devient-elle une pseudoscience? Cet article fait état du changement de la perception de la physionomie selon les époques, mais aussi selon des grandes figures scientifiques en ayant marqué l'histoire. C'est un article long, comme d'habitude, l'inquintessence, comme d'habitude.
Cependant, c'est véritablement, bien évidemment, on ne peut pas parler de la physiognomie sans Johann Caspar Lavater, 1740-1801, que cette science se démocratise. Son œuvre intitulée Physiognomie ou l'art de connaître les hommes est discutée dans de multiples salons. Nombreux sont les écrivains européens qui s'en inspirent. Ainsi, les personnages de Balzac ou même de Charles Dickens ont bien souvent des liens morphologiques avec leur caractère. Le plus étonnant des implications reste cependant celui d'un psychomotricien, Sir Francis Galton, qui tenta de définir les caractéristiques physiognomiques de bonne santé, de beauté et plus surprenant de criminalité. Par la superposition photographique de criminels, il conclut que les irrégularités morphologiques d'un visage pouvaient être liées au tempérament violent de ceux-ci. Donc là, nous voyons quelques photos. Illustration des 4 tempéraments principaux. Voilà, certaines têtes, effectivement. Voilà, ça donne pas envie d'être avec eux. Hein. Effectivement. Alors, pour terminer, j'ai cette dernière partie. Ainsi, l'avatar s'emploie à dégager des lois du mythe en empruntant les outils essentiels à la science que sont l'observation, l'expérience et la géométrisation. Cependant, l'avatar ne justifie pas ses observations ou alors invoque des causes naturelles au lance du sens commun. C'est d'ailleurs pour ces principales raisons que la physiognomie est reléguée au rang des pseudosciences. Sous l'utilisation d'outils empruntés à la science, elle n'explique pas le mécanisme même des faits observés. Justement, c'est pas évident scientifiquement. Là, on est dans l'impalpable, on est dans le ressenti. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça que malheureusement, la physiognomie est reléguée en pseudoscience. Parce que c'est une science de l'intuition, c'est une science du ressenti. Je dirais même, pourquoi pas du toucher aussi, mais plus de l'observable. Hein. Donc voilà pour cette définition classique de la physiognomie. Maintenant, une définition plus philosophique quand même. C'est très important de comprendre ça pour le décryptage, tout simplement. Sur les visages, du visage à la figure, les masques de la physiognomie. C'est philosophique, c'est un bel ouvrage de David Le Breton, dans Des visages, bien sûr, sur Kern Info, bien sûr. Alors, je vais lire l'intégralité, c'est fabuleux. Bien évidemment, quand j'ai fait mes recherches humbles, j'ai vu cet article et je me suis dit, il doit faire partie de ce décryptage, c'est fabuleux. Le visage est sans doute une anamorphose de l'individu. Déjà, on commence fort. Bien sûr, l'anamorphose, je ne l'ai pas mis en anglais, mais je veux dire la définition de l'anamorphose. L'anamorphose, c'est une image qui paraît totalement difforme quand on la regarde normalement et dont les justes proportions ne sont visibles que sous un certain angle ou dans un miroir. C'est quand même important de comprendre ça. Donc, une image qui paraît difforme quand on la regarde normalement et dont les vraies proportions ne sont visibles que sous un certain angle ou dans un miroir. Et miroir, ça me fait penser aussi aux travaux de Vinci. Donc, déjà, ça commence bien avec cet article. Mais il n'existe aucune position idéale pour en redresser la forme et établir en une figure simple et cohérente la cartographie d'une histoire ou d'un avenir attendu, ni davantage le relever sans équivoque d'un caractère. Et oui, ça poursuit la fin de l'article de Syllobes. Ça rejoint la fin on est dans l'intuition, dans l'impalpable. Et c'est pas si évident. Donc il fait la suite en plus. C'est sublime. Tout cela est seulement suggéré en transparence, pressenti parfois mais inaccessible dans son contenu. Le visage est un mi-dire, un chuchotement de l'identité personnelle. Non une affirmation caractérologique, à l'abri de toute ambiguïté. D'ailleurs, quoi de plus flou que la notion de caractère sur laquelle s'appuie la physiognomie et la morphopsychologie? Le visage voile autant qu'il révèle. L'imprévisible en lui l'emporte trop sur le probable. La lecture sémiologique opérée sur lui a quelques apparences d'un jeu de hasard. La surface du visage est d'une profondeur redoutable. L'évidence des choses abrite volontiers le mystère. Le plus insaisissable de son être, tout homme le croise quotidiennement dans le face-à-face avec le miroir. Alors pour terminer ce
cette merveilleuse séquence. Ainsi, le visage, s'il signale l'individu, demeure-t-il muet sur ce qu'on peut attendre de lui? La malléabilité de ses traits, de sa forme, confrontée à une énigme, la variation infinie d'un détail sur un visage bouleverse l'expression d'ensemble qui s'en dégage. Parce qu'il appelle la ressemblance autant que la différence infinitésimale, à la fois identifiant et distinguant de l'individu, signant sa singularité, tout en appartenant aux autres. Le visage a suscité la tentation du classement de ses traits. C'est vraiment un discours philosophique très important sur les visages et sur la physionomie. Voilà. Ça, c'est vraiment très important, qui fait la suite plus psychologique de l'être. C'est très important et fondamental. Et là, pour terminer sur la physionomie, et ensuite, plus précisément sur Donald Trump et sa personnalité, son caractère, sa physionomie. Bien évidemment, là, je vais préciser ce que je souhaite, c'est les cheveux. C'est les cheveux qui créent cette proportion grotesque. Et sur 1001croyances.net, c'est pas évident de trouver les cheveux au niveau de la personnalité. C'est très compliqué sur Internet. Et même au niveau de la Renaissance. Et des tableaux, etc. C'est pas simple. La croyance relative à la physionomie. Alors, évidemment, c'est un article assez long. Ça décrit organe par organe. Et moi, c'est les cheveux qui m'intéressent. Tout simplement. Moi, ce sont les cheveux qui m'intéressent. L'inspection... On a vraiment tous les organes et puis nous nous retrouvons avec les cheveux. Où est-ce qu'ils sont les cheveux? J'ai dû passer. L'inspection des yeux, des sourcils, du front, des cheveux et de la barbe, excusez-moi. Je suis passé trop vite. L'inspection des cheveux et de la barbe. Bien évidemment, là je vais lire l'intégralité, bien sûr. C'est une évidence. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les cheveux? Les cheveux offrent des indices multipliés du tempérament de l'homme, de son énergie, de sa façon de se sentir, aussi de ses facultés spirituelles. Ils n'admettent pas la moindre dissimulation. Ils répondent à notre constitution physique. Comme je disais, c'est un prolongement du système nerveux. Donc, comme les plantes et les fruits répondent au terroir qui le produit. Je suis sûr, dit Lavater, maintenant nous le connaissons, que par l'élasticité des cheveux, on pourrait juger de l'élasticité du caractère. Ah, avec Donald Trump, là, c'est très élastique. Des cheveux longs, plats, disgracieux, n'annoncent rien que l'ordinaire. Des chevelures d'un jaune doré ou d'un blond tirant sur le bras, qui reluisent doucement, qui se roulent facilement ou agréablement, sont les chevelures nobles. Des cheveux noirs, plats, épais et gros, dénotent un peu d'esprit, mais de l'assiduité et de l'amour de l'ordre. Les cheveux blancs annoncent généralement un tempérament délicat, sanguin, flegmatique. Les cheveux roux caractérisent des tons, un homme souverainement bon ou souverainement méchant. Les cheveux fins marquent la timidité rude. Ils annoncent le courage. Ce signe caractéristique est du nombre de ceux qui sont communs à l'homme et aux animaux. Parmi les quadrupèdes, le cerf, le lièvre et la brebis, qui sont au rang des plus timides, se distinguent particulièrement des autres par la douceur de leur poil, tandis que la rudesse de celui du lion et du sanglier répond au courage qui fait leur caractère. En appliquant ces remarques à l'espèce humaine, les habitants du Nord sont ordinairement très courageux et ils ont la chevelure rude. Les orientaux sont beaucoup plus timides et leurs cheveux sont plus doux. Les cheveux crépus marquent un homme de dure conception. Ceux qui ont beaucoup de cheveux sur les tempes et sur le front sont grossiers. Et puis la dernière phrase, ça ressemble bien à Donald Trump. C'est vraiment incroyable. Hein. Ceux qui ont beaucoup de cheveux sur les tempes et sur le front sont grossiers et orgueilleux. Effectivement, c'est ce que nous tous nous voyons de Donald Trump, effectivement. Grossier, orgueilleux, effectivement. c'est quand même incroyable comme quoi ça ne trompe pas les cheveux. Hein. Voilà. C'est très intéressant. Alors, les cheveux crépus, hommes de dure conception. D'accord. Ok. Non mais c'est vraiment très intéressant. Il faut vraiment aller chercher les informations, décrypter tranquillement. Là, il nous reste 2 onglets pour terminer
Cette vidéo et ce décryptage. Bien évidemment, nous avons deux mots-clés, physionomie et discordance. Et bien évidemment, nous avons vu tout ça. Alors bien évidemment, sur cadreemploi.fr, votre leadership ressemble-t-il à celui de Quentin Velluet 2017? Très intéressant comme décryptage. Bien évidemment, sur son profil et sa physionomie. Alors, un chercheur s'est amusé à analyser le style de leadership de Donald Trump, tout simplement, à partir de son visage. En effet, selon lui, les proportions de notre visage, la forme de nos yeux ou de nos sourcils détermineraient notre style de leadership tout un programme. Effectivement, quand on recherche d'emploi, voilà, il y a aussi la physionomie. Et oui. C'est pour ceux qui recrutent, voilà, ils apprennent peut-être cela. Bien évidemment. Montre-moi ton visage. Bien évidemment, je vais à l'intégralité. Hein. Je te dirai si tu es un leader. C'est la promesse d'une nouvelle étude publiée par Oguz Ali Akkar, professeur à la Cass Business School de Londres, qui affirme que le visage détermine la capacité d'un individu à devenir un leader et reflète même son style de leadership. On aura tout vu. Selon l'auteur qui a analysé pour se faire des dizaines d'études en psychologie, psychiatrie, génétique ou encore endocrinologie, les visages masculins sont souvent perçus comme dominants et privilégiés dans les situations de concurrence. Mais qu'est-ce qu'un visage masculin? Un visage carré, doté de mâchoires dessinées, de sourcils prononcés, d'yeux et de lèvres fines. Répondez-vous cette description? Vous rappelez quelqu'un? Intéressant. Très intéressant. Oguz Ali Akkar a lui aussi pensé à Donald Trump. La figure du 45e président des États-Unis correspond parfaitement à cette description selon lui. Problème, si ce visage confirme à lui seul le leadership de l'homme, il reste qu'une tête dont la largeur est supérieure à sa longueur, comme celle de Trump, trahit aussi d'une tendance à des comportements non éthiques et à l'exploitation de la confiance des autres. C'est ce qu'on voit. Confiance de Macron, là, le petit, le suiveur, on va dire, pour pas dire d'autres mots, pour rester poli, le suiveur de Trump, et puis comportement non éthique. Pas par rapport aux journalistes, hein. Mais peut-être par rapport... pas forcément par rapport au Mexique, ou à l'État, mais le comportement non éthique, oui, ça... Voilà, quand on recherche, on peut trouver des comportements non éthiques. C'est vrai, c'est pas faux. Le caractère dominant, associé au rapport largeur-hauteur du visage, peut être une arme à double tranchant. D'un côté, il peut être un atout, par exemple en permettant d'obtenir des accords lors de négociations internationales. D'un autre côté, il peut entraîner des conflits. Le bonus arrive. Voire une crise diplomatique. Lorsque les autres dirigeants ont également un caractère dominant. Ah, ça me fait penser au président iranien, ça. Ah, malheureusement. C'est pas souhaitable, un conflit, bien sûr, malheureusement. Mais là, pour le coup, ça me fait penser à ça directement. En outre, les problèmes de confiance associés au rapport largeur-hauteur du visage peuvent inhiber l'établissement de relations de coopération, estime le professeur. Pour se soustraire à ce trop-plein d'autorité, les hommes et les femmes en recherche de confiance se tourneraient inconsciemment vers des visages plus féminins. Ronds avec de grands yeux et des sourcils fins. En revanche, aucune étude ne confirme pour l'instant que le brushing et la couleur des cheveux de Donald Trump sont signes de leadership. Vous êtes sauvés. Sur Cadre Emploi, quand même, voilà. Ils ont fait une recherche. Et voilà, c'est intéressant que Cadre Emploi, un site de recherche d'emploi, voilà, on va mettre ça en place. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Ce décryptage a été terminé. Bien évidemment, vous voyez qu'il y a encore du temps. Je vous ai dit qu'il y a un petit bonus parce que vous le méritez. Ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de décryptage final. Et bien évidemment, vous méritez ce bonus parce que bien évidemment, vos commentaires élogieux, toujours lucides, cohérents, constructifs pour le collectif. Bien évidemment, ce bonus est tout à fait logique puisque vous le méritez. Alors là, pour le coup, là, on va rentrer dans une logique géopolitique. Ça concerne toujours Donald Trump.
Et ça concerne bien évidemment les accords de paix du siècle, bien évidemment. Qui est en lien en plus avec ce que je disais. Hein, sur International Solidarity Movement, ismfrance.org. 13 mai 2019, de Alison Dagger. Très important ce bonus, vraiment au niveau du traité de paix, du plan de paix. Alors, on a certaines prophéties qui parlent de ça, qui parlent de la prophétie du Shalom, hein, qu'on retrouve aussi chez le youtubeur Rorschach aussi. C'est vraiment intéressant. Alors, là, pour le coup, qu'est-ce que ça me dit? Bien évidemment, je vais lire la quintessence rapidement pour terminer cette vidéo. Mais c'est vraiment, voilà, je mettrai un lien et c'est vraiment un article à lire globalement. Élément futé du plan de paix de Trump. USA-Israël. Création de la nouvelle Palestine. Et aide à Israël dans une prochaine guerre contre Gaza si les Palestiniens refusent les conditions de leur reddition. Parce que c'est la reddition. Donc, ils déposaient l'arme. Donc, les Palestiniens doivent déposer les armes. Est-ce que les Palestiniens vont être d'accord? Donc, soumission. Reddition, ben, voilà. Pas forcément soumission, mais voilà. Il y a le syllabe qui ressent quand même. Donc, on est bien d'accord que Trump va aider Israël à une possible prochaine guerre. C'est pour ça que je parle de conflit. C'est pour ça qu'on parle de conflit sur quel emploi. Voilà. Voilà, les choses sont claires. Là, ça ne trompe pas. Yisrael Yahom, a publié aujourd'hui un document contenant les points principaux du prétendu accord du siècle de l'administration Trump, dans lequel il expose un projet de solution à 2 États prévoyant la création d'un État démilitarisé de Nouvelle-Palestine, l'annexion par Israël de toutes les colonies du peuplement en Cisjordanie, un accord foncier avec l'Égypte et des capitales partagées à Jérusalem. Ça va être compliqué pour que les Palestiniens abdiquent, si j'ose dire, en fait. On voit Donald Trump, Netanyahu, Jared Kushner le 22 mai 2017. Bien évidemment. Le document indique que si Israël ou les Palestiniens, y compris le Hamas et l'OLP, rejettent l'accord, les États-Unis imposeront des sanctions sévères. Les États-Unis couperont toute aide à Israël et veiller à ce qu'aucun pays au monde ne transfère de l'argent aux Palestiniens dont l'économie est tributaire de donateurs étrangers. Le document avertit que si l'OLP accepte le plan et que le Hamas ou le djihad islamique à Gaza le rejette, les États-Unis soutiendront Israël pour qu'il porte personnellement atteinte aux dirigeants du Hamas et du djihad islamique lors d'une future escalade et tiendront les dirigeants du Hamas pour responsables d'un autre cycle de violence entre Israël et le Hamas. Donc on court malheureusement au conflit global, hein, malheureusement. Le texte poursuit, il est inconcevable qu'un groupe de quelques dizaines de personnes détermine la vie de millions d'autres, ce qui fait écho aux sentiments similaires exprimés par Jared Kushner la semaine dernière. Donc, évidemment, j'ai passé en revue rapidement pour terminer cette vidéo quelques points forts de l'accord. Il y a quand même plein d'éléments. Hein. Alors, la création de Nouvelle-Palestine. L'État palestinien contrôlera 2 frontières internationales avec la Jordanie, contournant probablement le point de passage Allenby sous contrôle israélien entre la Cisjordanie et la Jordanie. Comme je disais, la Nouvelle-Palestine aura une force de police locale qui sera autorisée à détenir des armes légères. Le nouvel État palestinien ne sera pas autorisé à former une armée. Israël sera responsable de la sécurité moyennant des frais payés par le gouvernement palestinien. Alors, je pensais que la musique était finie. Oh non, 44 minutes, c'est pas mal. Alors, je termine. Donc, on est bien d'accord que la Palestine n'aura plus d'armée. Donc là, il parle de Jérusalem, de la capitale, bien évidemment. Alors, pour terminer, selon l'accord, Gaza s'ouvrirait considérablement sur le monde extérieur. Nonobstant la suppression des capacités militaires du Hamas, le Hamas serait tenu de remettre toutes ses armes à l'Égypte. Voilà.
En gros, voilà. Au bail de terre de l'Égypte, voilà, en gros, on a compris hein, globalement les accords de paix, c'est vous déposez les armes, on va vous faire un État. Mais bon, voilà, c'est Israël en gros qui je sais pas qui gagne, mais voilà. En gros, Israël a gagné, hein, tout simplement, s'il signe cet accord. Est-ce que les Palestiniens vont signer cet accord? C'est-à-dire de déposer les armes, déposer le combat. On le sait tous, géopolitiquement, comment ça se passe. Il y a des accords qui se mettent en place. Mais s'ils déposent les armes, je veux dire, Israël, est-ce qu'ils vont s'arrêter aussi de coloniser? On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, bon, on va voir comment ça se passe, l'histoire. On va voir comment ça se passe. Il faut être vigilant, bien sûr. Il faut toujours être intéressé. Surtout par cette séquence géopolitique, les accords du siècle, c'est extrêmement important. Parce que c'est vraiment l'accord de la dernière chance, parce que sinon ça va être très compliqué. On va monter vers une escalade et on va basculer vers une autre séquence historique très très dangereuse, malheureusement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, 45-46 minutes, c'est pas mal quand même. On a quand même bien avancé. J'espère vous fournir une 4e partie du décryptage final plus rapidement quand même. Bien sûr. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes, des pouces levés pour bien évidemment au mieux référencer cette vidéo. C'est toujours intéressant, important. Et non, je vous remercie à l'avance de vos commentaires qui sont toujours lucides. Très intéressant pour le collectif. Et non, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant et important. Bien sûr, quant à moi, je vous dis le plus rapidement pour la prochaine vidéo. Je vous remercie comme d'habitude et merci, à la prochaine.